J'espère que tout roule pour vous. À Alger, c'est une onde de choc qui a secoué les murs du pouvoir, un décret présidentiel tombé comme un pavé dans la mare. Fraîchement publié, il annonce la désignation d'un nouveau conseiller aux affaires juridiques et judiciaires. Ce siège, resté chaud depuis 2020, était occupé par nul autre que Bouham Bouham, alias l'homme de l'ombre, le stratège en chef, l'architecte de l'ordre Tebboune, le directeur de cabinet, le bras droit, le mentor, que dis-je, la béquille du président. On pourrait même dire qu'entre lui et Tebboune, c'est plus qu'un tandem, c'est une dépendance institutionnalisée. Depuis le début, le chef de l'État s'est toujours reposé sur l'indispensable Bam Bohem pour faire tourner la machine étatique. Alors ce fameux décret dont on parle, eh bien c'est celui daté du 6 octobre 2025. Un texte présidentiel qui signe la fin de mission pour un certain conseiller à la présidence, chargé d'un portefeuille bien costaud, justice, droit, relations institutionnelles, enquête et habilitation, rien que ça. Ce poste-là, figurez-vous, c'était la chasse gardée de Boyle & Boyle ou Bohem Bohem, on s'y perd, avec tous ses surnoms, depuis... Attendez, pas 2019, non, c'est bien 2020, janvier exactement. Voilà, c'est en janvier 2020 que par un décret en bonne et due forme daté du 20 janvier, Bouham Boham a été propulsé à ce poste stratégique. Avant ça, il dirigeait l'organisme en charge des écoutes électroniques et téléphoniques. Oui, le big boss des oreilles de l'État. Une fois nommé, il n'a pas tardé à devenir bien plus qu'un simple conseiller, le pilier, l'indispensable soutien, la fameuse béquille, sans laquelle Tebboune aurait boité. Alors ce décret soi-disant tout juste sorti du four, eh bien non pas vraiment. On est le 21, pas le 14. En réalité, il a été publié dans la dernière édition du journal officiel daté du 14 octobre 2025. Mais voilà, le X est seulement aujourd'hui que le fameux numéro 68 du journal officiel algérien a été balancé en ligne sur le site officiel de la République populaire et démocratique d'Algérie. Donc techniquement, il ne date pas d'aujourd'hui, mais c'est aujourd'hui qu'on l'a découvert. Subtilité bureaucratique, made in DZ. Le décret en question met officiellement un terme aux fonctions de conseiller juridique, judiciaire, institutionnel, enquêteur et maître des habilitations, que Boham Bohem cumulait comme un super-héros administratif, et la panique dans les salons feutrés d'Alger. C'est fini pour Boham Bohem. La chute est enclenchée, clament certains presque trop contents. Mais attendez pas si vite. La réalité était moins spectaculaire, ce cher Bohem occupait en fait deux postes clés à la fois, oui monsieur, était à la fois le directeur de cabinet du président et son conseiller multicasquette. Alors ce décret, il ne fait que retirer un manteau parmi d'autres. Rien de dramatique pour l'instant. Pour bien saisir toute la portée de ce décret, il faut remettre les choses dans leur contexte. En réalité, ce texte était nécessaire, presque inévitable, pour mettre un terme à la double casquette que portait Bohem Bohem depuis des mois. Il fallait trancher, clarifier, alléger l'équation. Résultat, un nouveau visage a été désigné pour prendre en charge les questions juridiques et judiciaires, succédant ainsi à Boham Bohem. Mais attention, ce n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. Il y a un petit détail qui change tout. Alors allons-y pas à pas. On vous explique tout sans rien vous cacher. Restez bien accrochés. Petit retour en arrière, histoire de rafraîchir les mémoires Boham. Boham, oui lui encore, a été officiellement validé dans son rôle de directeur de cabinet auprès de notre très cher Abdidoun via un décret signé par Abdid Tibou le 2 janvier 2024. Et pour ceux qui aiment les références officielles, ce décret a été publié noir sur blanc dans le journal officiel édition du 16 janvier 2024. En clair, c'est à cette date qu'Abdulmajid Tebboune, le président lui-même, a tamponné et confirmé Bohem Bohem comme son chef de cabinet. Bref, l'ombre du chef qui tient les rênes pendant que le chef lui sourit aux caméras. Souvenez-vous bien, c'est dès novembre 2024 que Boham Bohem avait déjà pris les commandes du cabinet présidentiel. Pourquoi ? Parce que l'ancien titulaire du poste, un certain Nadir Arba, oui, ce nom vous dit sûrement quelque chose, a été propulsé. Premier ministre le 11 novembre. Résultat, il fallait un remplaçant et c'est là que Bouham Bohem a fait son entrée d'abord de façon un peu discrète comme directeur provisoire. Mais voilà le hic Bohem Bohem, il traîne une réputation, disons, lourde. Entre les généraux, les espions et les appareils sécuritaires, personne ne l'apprécie franchement. Alors pour qu'Abdulmajid Tebboune réussisse à l'imposer officiellement comme chef de cabinet,
Il a fallu y aller à petits pas, tout en douceur, presque à reculons. Il a temporisé, pris son temps et attendu le bon moment. Ce n'est qu'au début de l'année 2024 qu'il a osé faire avaler la pilule aux militaires et aux services de renseignement. Et encore doucement, sans brusquer personne. Depuis janvier, Bohème jonglait officiellement entre deux casquettes à la fois. Et ce fameux décret, souvenez-vous, celui qui a agité les cercles politiques, eh bien, il ne fait qu'une chose très simple, délester Bohème de ses responsabilités en matière juridique et judiciaire. Pourquoi ce choix ? Parce qu'à présent, monsieur préfère se consacrer pleinement à son rôle de chef de cabinet, un poste bien plus stratégique et beaucoup moins exposé. Mais attention, il faut lire entre les lignes de ce décret. Le successeur de Boham Bohan, un certain Mohamed Hamouche, dont on vous parlera dans un instant, n'a reçu qu'une portion du gâteau. Il s'occupera uniquement du juridique et du judiciaire point barre. Or, si vous vous souvenez bien, Bohème lui pilotait un portefeuille bien plus large en plus de la justice. Il gérait aussi les relations institutionnelles, les enquêtes d'habilitation, bref, tout un empire d'influence. Et la surprise, ces missions clés, ces leviers de pouvoir n'ont pas été confiés à son remplaçant. Monsieur Hamouche hérite du titre, mais pas des pleins pouvoirs. Curieux non, Mohamed Hamouche, lui, n'a hérité que de la portion juridique et judiciaire du poste. Le reste, bien planqué dans les tiroirs de Balam, toujours solidement installé au poste de directeur de cabinet. Et pas seulement, il conserve aussi toutes les prérogatives juteuses, les fameuses relations avec les institutions, les enquêtes et les habilitations. Alors c'est quoi exactement ce drôle de package ? Relations institutionnelles, enquête, habilitation ? Des mots qui sonnent techniques mais qui cachent un pouvoir considérable. On vous explique tout dans un instant, accrochez-vous. Alors concrètement, ces fameuses prérogatives, ça sert à quoi ? Eh bien, elles donnent à certains hauts placés, à la présidence, directeur, conseiller, fonctionnaire de l'ombre, le droit très spécial de discuter en direct avec les services de sécurité et les barbouzes de l'État. Et pas pour parler météo, on parle ici des très sérieuses enquêtes d'habilitation. Qu'est-ce que c'est, me direz-vous ? En Algérie, on appelle ça enquête d'habilitation. Ailleurs, ça porte d'autres noms, mais l'idée reste la même, vérifier si quelqu'un mérite ou non d'avoir accès aux secrets ou aux postes sensibles. En gros, c'est le scanner politique de haute précision. Avant qu'un poste sensible de la République, que ce soit ministre, Premier ministre, secrétaire général PDG d'un mastodonte public Wali, ou même directeur de cabinet d'un ministère ne soit confié à un quelconque candidat, il y a une étape incontournable, l'enquête d'habilitation. C'est la présidence qui déclenche la machine et là, tous les grands noms de la sécurité entrent en scène. La DG, la DGSN, la police, la DGSI, les services du renseignement intérieur, la gendarmerie. Bref, un casting complet. Chacun mène son enquête et au final, 3 rapports atterrissent sur le bureau présidentiel. Et que fait le chef de l'État avec tout ça ? Eh bien, il peut suivre les recommandations ou les ignorer royalement. Car oui, une enquête d'habilitation, ça donne des conclusions, ça émet des avis. Mais le président lui reste le seul maître du jeu. Quand les services de sécurité entrent en action, rien n'est laissé au hasard. Il passe le personnage au peigne fin. A-t-il une réputation propre ou douteuse ? A-t-on trouvé son nom mêlé à une affaire de sang ? Son intégrité est-elle réelle ou simplement décorative ? A-t-il baigné dans des histoires de pots de vin ? A-t-il déjà eu affaire à la justice ? Fiche judiciaire vierge ou bien chargée ? Fréquente-t-il des personnes suspectes, des diplomates, trop curieux ou des réseaux étrangers ? Bref, c'est une autopsie de son passé, de sa morale, de ses fréquentations. Et à la fin, un verdict tombe, soit le bonhomme n'a rien à se reprocher, propre comme un sous-neuf, soit les dossiers compromettants remontent à la surface. Et là, on coche la case rouge. Hélas, en Algérie, ces fameuses enquêtes d'habilitation ne brillent pas toujours par leur rigueur. Parfois expédiées à la va-vite, parfois instrumentalisées pour torpiller des adversaires politiques bien ciblés. Et quand par miracle elles sont menées sérieusement, elles finissent souvent au fond d'un tiroir. Le président. Il les feuillette à peine, les regarde distraitement, puis les ignore royalement. Ce n'est pas nouveau du temps du général Théophik et de Bouteflika des ministres, ont été nommés alors même que leur dossier d'habilitation était désastreux. Et le plus savoureux dans tout ça, c'est que le président lui-même
traînent dans ses tiroirs des rapports défavorables, des notes de sécurité peu flatteuses. Autrement dit, l'enquête peut être mauvaise tant que le fauteuil reste confortable. La manette de commande des enquêtes d'habilitation. Elle reste fermement entre les mains de Bohem Bohem. C'est précisément ce levier-là qui a transformé sa fonction en machine à pouvoir. Depuis 2023, c'est lui qui orchestre tout. Il décide, il filtre, il valide ou pas. Et le petit nouveau nommé à sa place, il hérite du titre, certes, mais pas des clés du coffre. Il ne gère ni les relations avec les services de sécurité, ni le moindre dossier d'habilitation. Résultat, ce pan ultra sensible du pouvoir reste solidement accroché au fauteuil de Bohem Bohem, toujours confortablement assis en tant que directeur de cabinet. Alors attention, il faut bien saisir cette subtilité parce qu'elle change tout. Dans le cas de Bohem Bohem, parler de disgrâce serait un abus de langage, une erreur d'analyse. Il aurait effectivement chuté s'il avait été dépouillé de toutes ses prérogatives, notamment celles qui lui permettent de gérer les relations institutionnelles et de superviser les enquêtes d'habilitation. Mais ce n'est pas le cas. Son successeur, Mohamed Hamouche, n'a hérité que d'un bout du gâteau. Résultat, le vrai pouvoir, celui qui compte, est resté bien au chaud entre les mains de Bohem Bohem. Voilà le point clé. Pourquoi parler de disgrâce alors que Bohem Bohem a juste passé le relais à l'un des siens? Car oui, Mohamed Hamouche, son remplaçant, n'est rien d'autre qu'un pur produit de la maison Bohem, un fidèle du clan, un homme du sérail. En 2020, il était inspecteur général au ministère de la Justice, autant dire qu'il connaît la mécanique de l'intérieur. Et cerise sur le couscous, il est originaire de la même terre, du même coin, de la même tribu que Bohem Bohem Abdidoun et compagnie. Naama, Meria, Fra... Appelez ça comme vous voulez, mais sur la carte, tout ça, c'est la même famille politique. Alors non, vraiment, il ne s'agit pas d'un effacement, mais d'une simple redistribution entre cousins. Non, décidément, on ne peut pas parler de disgrâce. Vous imaginez une seconde s'ils avaient osé nommer un Kabyle ou même un gars venu d'une autre région. Là oui, on aurait parlé de rupture. Mais non, ils ont joué la carte du local, du clan du cercle proche. Mohamed Hamouche vient de Meria. Autrement dit, il est du cru, du terroir. Et comme si cela ne suffisait pas, il coche aussi la bonne case professionnelle pur produit de la filière judiciaire, tout comme son mentor Bohem Bohem. Ancien procureur adjoint, ici juge d'instruction là-bas, président de chambre à Alger, chef de cour à Schlef-Tlemcen et même conseiller à la Cour suprême. En résumé, c'est un copier-coller administratif, version plus discrète, avant d'être propulsé à la tête de la très discrète structure de surveillance des écoutes téléphoniques, des réseaux électroniques et des télécommunications Bohem Bohem, occupait déjà un poste stratégique conseiller à la Cour suprême, en charge des gros dossiers de corruption, ceux qui éclaboussent les hauts fonctionnaires, les ministres, voire les chefs de gouvernement. Autant dire qu'il connaît le système de l'intérieur jusque dans ses fissures. Et Hamouche, c'est son double, sa version low profile. Un ami, un allié, un complice. Il ne l'a pas choisi par hasard. Il l'a placé là pour le piloter à distance, le contrôler sans être visible. Alors non. On ne parle pas ici de disgrâce, on parle de continuité sous télécommande. Il est peut-être temps de tirer un trait sur une illusion tenace. En Algérie, nombreux sont ceux qui murmurent parfois très fort que la chute de Bohem Bohem est imminente, que le président Abdjibé va bientôt l'écarter, que l'armée pousse, dans ce sens que les services de sécurité en ont ras-le-kéfié de ces frasques et dérapages en coulisses. Certains vont même jusqu'à dire qu'à El Mouradia même, l'épouse de Tebboune ne peut plus le voir en peinture. Il faut dire qu'à ses yeux, Bohem Bohem est bien plus qu'un simple conseiller, c'est l'homme qui souffle les mauvaises idées, à l'oreille du président la source obscure derrière chaque décision controversée. Bref, un poison politique, déguisé en bras droit. Quand certains essaient de sauver l'image de TB, leur argument préféré c'est « ce n'est pas lui le problème, c'est l'autre, c'est Bohem Bohem ». Mais soyons honnêtes, 2 secondes, jamais Tebboune ne coupera le cordon. Pourquoi? Parce que celui qui se tape le boulot, c'est Bohem. L'homme de l'ombre, le moteur, le vrai artisan du quotidien. Tebboune, lui, c'est autre chose, il arrive tard, adore s'éterniser dans des réunions bavardes, parler pour ne rien dire pendant des heures. Ce n'est pas un bosseur. C'est un amateur de confort, un esthète du pouvoir.
La rigueur, la discipline, très peu pour lui. Il préfère le velours au tableau Excel. Quand Tebboune daigne pointer le bout de son nez au palais présidentiel, tout est déjà prêt. Les dossiers triés, résumés, annotés. Par qui? Par Bohème, évidemment. C'est lui qui lui mâche le travail, lui résume les rapports, lui prépare les notes, lui souffle même les éléments de langage. Bohème Balam, c'est le vrai moteur du système. Celui qui bosse pendant que l'autre parade. Et dans les coulisses pour les affaires personnelles, c'est Ahmed Amir, le secrétaire particulier, l'homme de confiance, qui gère l'agenda, les rendez-vous, les petits caprices. En résumé, Bohème s'occupe du cerveau, Ahmed du confort. Et si par miracle Tebboune décidait un jour de virer Bohème, il n'aurait plus d'autre choix que de se mettre lui-même au boulot. Et ça, franchement, ce n'est pas gagné. Certains chefs d'État ont besoin d'une armée de conseillers autour d'eux pour réfléchir, trancher, produire. Ils délèguent, certes, mais ils bossent. Ils sont présents, impliqués. Tebboune, ce n'est pas vraiment le profil. On est à des années-lumière de Ouyahia, par exemple. Lui arrivait au bureau à l'aube, y campait jusqu'à la nuit tombée, planqué derrière des piles de dossiers. Tebboune, lui, peut aussi rester tard, jusqu'à 23 heures, mais pour papoter, siroter un verre, refaire le monde autour d'une tasse de thé. Travailler, lire des rapports, vérifier des chiffres. Trop rigide, trop long, trop sérieux. Il préfère l'ambiance salon à celle des réunions de crise. Non, vraiment, le mot bosseur n'a jamais été imprimé sur sa fiche de poste. Alors, est-ce que TB va vraiment larguer Bohème du jour au lendemain? Détrompez-vous. Ce n'est pas si simple. Le jour où Bohème prendra la porte, ce sera parce que 2 voyants seront au vert. Primo, il devra atterrir à l'étranger dans un fauteuil bien rembourré d'ambassadeurs dans un pays de poids, pas une île paumée. Pourquoi? Parce qu'il lui faudra un bouclier, une immunité, un parachute doré. Le gars traîne une liste noire d'adversaires longue comme le bras, et ils n'attendent qu'une chose, qu'il tombe pour lui sauter à la gorge. Ils le savent, le moment venu, ils ne feront pas dans la dentelle, ils le découperont façon puzzle. C'est pas une sortie, c'est une évasion qu'il lui faudra. Et la deuxième condition, encore plus cruciale, il faut que TB ait sous la main un remplaçant pour Bohème. Pas un intérimaire, non, un vrai successeur. Quelqu'un à qui il pourrait dire « Voilà les clés, maintenant, c'est toi qui conduis ». Sauf que, spoiler alert, ce n'est pas le cas. Aucun dauphin en vue, aucun plan de succession. Tebboune est encore dans le flou total. Il hésite, je me lance pour un 3e round, ou je m'arrête à 2. Peut-être je termine même pas le second. Bref, tant qu'il navigue à vue Bohème reste indispensable. Sans successeur désigné, le fauteuil reste occupé, et le capitaine tient toujours la barre, même s'il ne sait pas encore où il va. Bohème est toujours là, bien accroché à son siège, son rêve doré d'ambassade à Paris. Toujours en attente, toujours sans tampon officiel, il caresse l'idée de représenter fièrement l'Algérie dans la capitale française, mais l'orchestre militaire, lui, ne joue pas cette partition. À l'état-major, comme dans les couloirs des services de sécurité, son nom rime plutôt avec méfiance qu'avec confiance. Bref, chez les hommes, en uniforme, Bohème ne fait pas recette. Et tant que l'armée n'applaudit pas, la nomination reste bloquée. Shengria et Bohème. Ce n'est pas l'amour fou. Dans le fond, le chef d'état-major ne peut pas encadrer Bohème. Mais voilà, Tebboune a tapé du poing sur la table, imposé le bonhomme et exigé qu'on le traite avec les égards dus à un homme d'État. Résultat, Shengria fait mine d'être cordial, mais son cœur lui dit tout le contraire. Et il y a de quoi. Jamais dans les annales du pouvoir algérien, les militaires n'avaient dû faire équipe avec un simple directeur de cabinet ou un conseiller du président. Une première historique qui passe très mal chez les galonnés. Traditionnellement, l'armée tenait fermement sa moitié du pouvoir, partage tacite avec le président. Mais voilà que Tebboune, fidèle à son style disruptif, a redessiné les règles du jeu. Désormais même dans les cénacles les plus fermés, du Conseil de sécurité nationale aux réunions ultra sensibles, l'uniforme doit composer avec le costume-cravate de Bohème. Il n'est plus juste un figurant, on écoute ses analyses, on considère ses opinions, on tolère même ses visions stratégiques. Oui, Tebboune a réussi l'impensable, forcer l'armée à faire de la place à son homme de confiance à la table des généraux. Et ça, croyez-moi, l'état-major a encore du mal à l'avaler. Car Bohème ne sort pas de nulle part, il traîne derrière lui un passé bien ficelé, sous l'ère Bouteflika. À cette époque, c'était lui le chef d'orchestre des écoutes téléphoniques,
le maestro des oreilles indiscrètes. Résultat, il a compilé des archives croustillantes sur à peu près tout le gratin militaire. Difficile dans ces conditions de s'attirer des sympathies chez les galonnés. Ils savent très bien que le gars connaît leurs petits secrets et ça met tout le monde mal à l'aise. Et comme le bonhomme est incontrôlable en plus d'être un agitateur né, Bohème c'est le genre de type qui entre dans la pièce pour semer la zizanie. Il adore provoquer, défier, bousculer l'ordre établi. Il a verrouillé la justice à double tour, fait régner son clan, comme une petite mafia interne tente de s'infiltrer dans les arcanes des renseignements. Et surtout, il joue à un jeu dangereux, monter les généraux les uns contre les autres pour mieux tirer les ficelles. Ce n'est pas vraiment une surprise qu'il soit détesté dans les hautes sphères. Il parle trop fort, il irrite tout le monde et il a ce flair infaillible pour flairer l'argent facile. Ajoutez à cela un mépris non dissimulé pour les uniformes et une attirance un peu trop marquée pour les combines douteuses et vous obtenez un cocktail explosif. Bref, un homme que les militaires ne peuvent tout simplement pas encadrer. C'est une antipathie parfaitement équilibrée. Bohème, lui, n'a jamais eu foi en les galons ni en les agents de l'ombre. Depuis toujours, il regarde l'armée et les services de renseignement avec un mélange d'hostilité et de paranoïa. Et c'est même lui dans l'ombre du trône qui souffle à l'oreille de Tebboune que pour survivre politiquement, il faut dompter la bête militaire et museler les barbouzes. Sinon, c'est eux qui finissent par mener la danse. Autant dire qu'au sein de l'armée comme chez les barbouzes, Bohème est perçu comme un corps étranger à évacuer d'urgence. Pour ces gens-là, sa simple présence suffit à faire clignoter toutes les alarmes. Il dérange, il menace, il contamine. Et si vous pensez que c'est tout, détrompez-vous. Il existe encore bien d'autres chapitres dans ce feuilleton trop épineux ou explosif pour être abordé ici. Mais rassurez-vous, le moment venu, tout sera dévoilé. Chaque détail, chaque coulisse, alors non inutile de fantasmer sur un départ imminent de Bohème, tant que le fauteuil d'ambassadeur à l'étranger n'est pas validé avec un joli ruban rouge et que le président n'a pas encore sorti de son chapeau un successeur digne de ce nom, il est hors de question qu'il le lâche. Bohème, il reste indispensable. Indispensable au point que l'idée même de s'en passer lui donnerait des sueurs froides. Non, ce n'est pas pour tout de suite. Pas pour tout de suite.